Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Public Sénat en direct du Salon de l'Agriculture où Public Sénat a installé ses caméras pendant 5 jours. Nous vous proposons beaucoup d'émissions en direct de ce 50e Salon de l'Agriculture pour débattre, expliquer, voir à quoi ressemble l'agriculture d'aujourd'hui. On attend cette année encore quelques 700 000 visiteurs, 4 000 animaux sont présents, beaucoup d'exposants. Nous allons tous essayer de vous les faire découvrir cette année encore. C'est donc le 50e anniversaire du Salon de l'Agriculture, un anniversaire sur fond de crise autour de l'utilisation frauduleuse de la viande de cheval, sans parler du retour des farines animales dans l'alimentation des poissons. Alors cette crise, eh bien, François Hollande a tenu à rassurer les producteurs, les éleveurs présents au Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État a entamé ce matin, dès 7 h du matin, une visite marathon au Salon de l'Agriculture. Vous le découvrez sur ces images. Il a inauguré le salon à la Corésienne, un peu comme Jacques Chirac avait l'habitude de le faire. Jacques Chirac qui a été le premier président de la République à instituer ces visites très longues ici au Salon de l'Agriculture. François Hollande qui devrait rester jusqu'en début d'après-midi, jusqu'aux alentours de 15 h. Et je vous propose tout de suite d'écouter ses propos lorsqu'il a inauguré le salon. On l'écoute. Monsieur le Président, c'est un monde qu'il faut rassurer. Non, c'est un monde qu'il faut valoriser et encourager. Parce que si on est que sur les inquiétudes et sur les interrogations, on ne peut pas avancer. Donc il faut dire qu'il y a un avenir, on voit bien, il y a un très grand avenir. Et on voit avec une qualification qui est absolument indispensable. Parce que si on veut que l'agriculture soit à la fois respectueuse de l'environnement de grande qualité, on a besoin de tous les métiers qui accompagnent les agriculteurs. Et pousser les jeunes, et on en voit qui s'installent plus nombreux en agriculture et qui aussi choisissent des métiers qui sont liés à l'agriculture. L'agriculture, ça peut faire vivre en France 3 500 000 personnes. C'est considérable. Donc quand on veut lutter contre le chômage, quand on veut créer de l'emploi, l'agriculture, les industries agroalimentaires et tout ce qui vit de l'agriculture, y compris les métiers sanitaires, c'est très important. Merci. Merci à vous. Voilà, donc François Hollande ce matin à son arrivée au Salon de l'Agriculture à 7 h du matin. Je vous présente nos invités sur ce premier plateau en direct du Salon de l'Agriculture. Tout d'abord Christiane Lambert, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs en France. En face de vous, Jean-Jacques Lasserre, sénateur centriste des Pyrénées-Atlantiques. On peut dire aussi, Jean-Jacques Lasserre, que vous avez présidé pendant de longues années l'Urberie, la coopérative du Pays Basque, maison mère de Spanghero, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. On va y revenir dans quelques instants. Oui. Guy Vasseur, le président des chambres d'agriculture de France. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis enfin, Bertrand Hervieux, inspecteur général de l'agriculture. Merci à vous aussi d'être présent sur ce plateau. Pour poursuivre cette inauguration ce matin du Salon de l'Agriculture, je vous propose également d'écouter Benoît Hamon. Le ministre était présent aux côtés de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, et bien sûr du président de la République pour inaugurer le salon. Et il a précisé les mesures que le gouvernement souhaitait mettre en place très vite pour rassurer les consommateurs après le scandale de la viande de cheval. On écoute Benoît Hamon. L'étiquetage, comment ça va se passer exactement? Parce que est-ce que vous allez pouvoir obliger les entreprises à le faire? Non, on ne peut pas les obliger, ça dépend de la réglementation européenne. Et la réglementation européenne, nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Le Foll à Bruxelles et à Strasbourg pour la faire évoluer. Et pour que demain, il y ait l'obligation que vous sachiez sur votre barquette de moussaka quelle est l'origine de la viande. L'origine, ça veut dire où elle est née, où elle a été élevée, où elle a été abattue. Ça, c'est pour la législation européenne. Mais sans attendre la législation européenne, ce que nous avons voulu faire, c'est demander aux professionnels français qu'ils précèdent ces décisions-là, parce que ça peut mettre du temps en Europe, tout le monde le sait, et c'est ce qu'ils font. Je veux dire, aujourd'hui, Findus annonce qu'il n'y aura que de la viande française dans ses lasagnes et tous les plats préparés. Carrefour annonce que tous ces plats sous ce qu'on appelle avec le nom de sa marque, en gros en marque distributeur, sera de la viande française. De la même manière sur Intermarché, c'est positif. Voilà, moi je suis content qu'il le fasse. Moi, est-ce que cette crise a été quelque part salutaire parce qu'il y a une sorte de réveil? On peut toujours sortir par le haut, mais moi je regarde aussi qui s'en sort par le haut et qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Moi je souhaiterais que tout le monde fasse des efforts et on signalera et on montrera qui a fait des efforts. Voilà.
Voilà, donc Benoît Hamon au micro de Michael Zamès. Michael Zamès, journaliste de Public Sénat, qui a suivi donc ce matin cette inauguration du salon aux côtés de François Hollande et des ministres concernés. Guy Vasseur, est-ce qu'on peut être rassuré après les propos du chef de l'État et ceux de Benoît Hamon? Oui, je pense que finalement tout le monde prend la dimension du problème qui a été posé. C'est un problème de fraude, mais déjà au niveau de la profession, il y a de nombreuses années que nous demandions que sur l'ensemble des plats préparés, nous connaissions la provenance de tous les ingrédients. Et ce que je constate aujourd'hui, à travers les propos du ministre et du président de la République, c'est que les pouvoirs publics français s'y engagent. Donc il va falloir doubler son temps pour faire les courses. Il faut lire et décrypter toutes les étiquettes maintenant sur les plats qu'on va acheter. Ah, je crois qu'on peut faire complet en faisant simple. Ouais. Christiane Lambert. Mais il faut être très précis, comme l'a été M. Hamon. L'État ne peut pas obliger les acteurs à le faire. Non, ça doit passer par une législation européenne. Ce qui bloque, c'est que l'Union européenne, pour l'instant, ne réagit pas et n'impose pas cet étiquetage des plats préparés. Et donc, ce sont les acteurs agricoles français, à la fois les transformateurs et les distributeurs, qui se prennent en main et qui disent « Stop, nous souhaitons faire la transparence ». Et représentant les éleveurs, nous disons « Banco, bravo ». Ça fait des années que les éleveurs ont mis en place cette traçabilité dans les élevages et nous vivions très mal qu'elle ne se poursuive pas jusqu'à votre assiette en quelque sorte. Donc maintenant, dans la chaîne complète de traçabilité, seront engagés les industriels de plats préparés et les grands distributeurs. Mais Christiane Lambert, est-ce que la France peut agir seule dans un marché qui est globalisé, qui est très européen? Est-ce que la France peut agir seule? Elle ne peut pas agir seule longtemps sans se créer de distorsion de concurrence. Par contre, elle peut montrer que techniquement c'est possible et ça peut faire bouger d'autres pays. Et croyez-moi, si les consommateurs français répondent, c'est-à-dire cautionnent par leur acte d'achat en achetant ces produits français sous marque Carrefour venant de tel et tel industriel qui se sont engagés, ça peut faire la différence et c'est le porte-monnaie qui commandera, ça impulsera autre chose après. Bertrand Hervieux, vous croyez, vous, à cette version? Oui, vous êtes confiant? Oui, parce que si vous voulez, on ne regarde pas les étiquettes à chaque fois que l'on achète quelque chose, mais dans une situation de crise, à ce moment-là, on les regarde et ça offre une garantie préventive en quelque sorte. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc ça rassure dans un premier laps de temps, dans un temps de crise. Bien sûr, mais non, c'est pas seulement dans un temps de crise, c'est une habitude qui se prend sur le long cours et sur le long terme. Mais est-ce que c'est véritablement, cette fraude, c'est pas un problème de traçabilité, puisqu'on a très vite dans l'enquête remonté la filière? C'est plus de la fraude qu'un manque d'étiquetage, non? C'est tout à fait cela, c'est uniquement de la fraude, semble-t-il. Voilà, donc à quoi va servir un étiquetage supplémentaire? Est-ce que ça va empêcher certaines personnes de vouloir frauder? Ça sera plus compliqué. Ça sera plus difficile et effectivement l'étiquetage va permettre des contrôles renforcés. Et avec des contrôles renforcés, je pense qu'on crédibilise, on stabilise effectivement l'ensemble du dispositif. Et comme le disait Bertrand Hervieux tout à l'heure, la ménagère ou celui qui va faire ou celle qui fait les courses lit pas l'étiquette d'un bout à l'autre à chaque fois. Mais si on sait que des entreprises françaises s'engagent, sont engagées avec derrière l'engagement des pouvoirs publics, donc du contrôle, je pense qu'on peut rassurer largement l'ensemble des consommateurs. Christiane Hervieux. Un sondage sorti ce matin ou hier matin dit que 69% des Français sont prêts à payer un petit peu plus cher s'ils sont sûrs de la traçabilité française des produits. Ils souhaitent aussi que ça aille majoritairement pour améliorer le revenu des éleveurs. Moi, je suis comme vous, quand je fais mes courses, je vais vite. Et je ne vais pas mener une enquête et jouer les inspecteurs chaque fois que je lis une étiquette. Par contre, dès lors qu'il y a engagement d'étiquetage de l'origine, du début jusqu'à la fin, c'est rassurant dès lors que les consommateurs sont informés. Et je pense que ça peut changer aussi les pratiques des consommateurs. En tout cas, les éleveurs demandent vraiment ça. Et si ça peut ramener vers des achats locaux de produits de proximité de nos régions de France, parce que nous avons la viande pour le faire, eh bien, ça sera bon aussi pour le bilan carbone et pour l'empreinte écologique. Jean-Jacques Lasserre, à part être sénateur, je rappelle que vous avez présidé la coopérative Lurberry. Le problème de cet étiquetage supplémentaire, c'est que ça coûte cher aussi, en termes de marketing, de packaging. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et j'aimerais que l'on parle des dégâts occasionnés par cette crise. On parle maintenant de ce qu'elle peut nous apporter, de salutaire, de vertueux.
Moi, je crois tout à fait à la nécessité d'une bonne traçabilité. Monsieur Mais le elle Président... existe déjà, cette Non, traçabilité. pas suffisamment. Jean-Jacques Pas Lefebvre. suffisamment. Elle existe sur la viande, elle n'existe pas sur les produits transformés. Il y a deux choses que je n'arrive pas à comprendre. Que c'est techniquement difficile sur les produits transformés. C'est faux. Hein. Il y a simplement une composante viande à identifier, à attester de son origine et de sa qualité. Et je comprends difficilement également qu'on nous réponde, si ce dispositif n'est pas mis en place, c'est une législation européenne qui n'est pas pour le moment convenable. Écoutez, en Europe, tous les États membres sont d'accord. En Europe, les producteurs sont d'accord. Donc ça va venir, non? Donc ça va venir. Écoutez, c'est quand même étonnant que... Il y a longtemps qu'on parle de la qualité des produits. C'est très étonnant qu'on se réveille maintenant en disant l'Europe fait obstacle sur quelque chose qui, de mon point de vue, est plutôt facile à régler. Alors faisons-le. Ce sera probablement une des conclusions positives de cette crise. Moi, je suis convaincu que ça ne coûtera pas cher. Je suis convaincu que c'est possible et je suis convaincu que le consommateur regarde ce qu'il achète. Peut-être faudra-t-il compléter, pardonnez-moi, par une certaine information du consommateur. Moi, je suis plutôt atterré de voir combien le consommateur a besoin de, de se documenter sur la réalité des signes de qualité. Il y a beaucoup de confusion dans les images, on s'en rend compte au salon. Il y a des choses que le consommateur doit apprendre, mais je sais qu'il est curieux et je sais qu'il recherche de la garantie. Christiane Lambert, vous vouliez intervenir? Allons dans le dur du dur. Pourquoi cherchent-ils ailleurs et pourquoi ne veulent-ils pas étiqueter? Parce qu'ils veulent mettre dans les plats préparés des produits moins chers. Et donc les produits moins chers, Quand vous ils sont dites pas en ils, France, vous visez qui, Christiane Lambert? à la fois certains industriels et au final les grands distributeurs qui imposent des prix plus bas, toujours plus bas. Ce diktat du prix le plus bas, offert à la grande distribution, pousse les industriels qui préparent les produits à aller chercher leur approvisionnement là où les produits sont pas chers. Alors oui, c'est vrai, en Roumanie, vous avez 1 kilo de viande de bœuf pour 3 kilos de viande de cheval. Donc c'est moins cher de prendre du cheval. C'est une question de prix. Si vous prenez sur le porc, c'est la même chose. C'est moins cher d'aller chercher du porc en Espagne que de prendre des porcs français. Mais les porcs espagnols mangent des OGM. Donc la question du prix, mais du prix que veulent mettre les consommateurs et de la tyrannie du prix que font certains distributeurs, ça c'est le cœur du problème. Mais parce qu'on a peut-être aussi habitué ces dernières décennies aux consommateurs à consommer de la nourriture de moins en moins chère. Qui est on, madame? Lorsque vous dites on a habitué le consommateur à manger toujours moins cher, il y a 10 ans, la dépense alimentaire... Des politiques publiques, des pratiques agroalimentaires. Pas seulement, aussi des choix. Dans une famille aujourd'hui, vous avez 5 portables, 2 écrans plats. Et c'est seulement 11% de la dépense des ménages. Donc c'est une question de politique publique alors, de priorité aussi nationale, d'éducation des gens. C'est une question d'éducation des gens, c'est une question de choix et d'information. Mais dire qu'on va toujours manger toujours moins cher, c'est pas tenable. Je vous donne un dernier chiffre. Quand aujourd'hui sur 10 € de dépenses alimentaires, vous achetez pour 10 € de produits alimentaires, il y a 80 centimes de produits agricoles. 80 centimes sur 10 €. Tout le reste, c'est de l'emballage, du marketing, du transport. Quand le contenant coûte plus cher que le contenu, il y a quand même un problème. Mais Guy Vasseur et puis Bertrand Hervé, j'aimerais bien aussi vous entendre sur cette question. C'est quand même à la base, avant tout, une question d'éducation de la société. C'est une question de politique publique, effectivement, éducation de la société si vous voulez, mais éducation... Éducation du goût. Oui, ça commence très jeune et ça commence effectivement au niveau scolaire, ça commence aussi avec le comportement des parents, mais moi je reviendrai plutôt par rapport donc à la politique publique ou l'engagement des politiques publiques. Il est clair que quand les gouvernements laissent filer la qualité, laissent filer effectivement une politique de prix bas pour des raisons effectivement de pouvoir d'achat, vous aboutissez à faire en sorte que tout ce qui est engagé en termes de traçabilité, en termes de qualité, risque de passer donc à côté. Et il faut que les pouvoirs publics aident l'ensemble des filières à faire en sorte de communiquer sur la nécessité de toutes ces politiques d'une part et que l'alimentation a un coût. Et l'alimentation doit effectivement donc correspondre à des engagements au niveau du ménage pour respecter à la fois l'aspect qualitatif et l'aspect sanitaire. Et j'ai peur qu'il y ait un double langage qui ne date pas d'aujourd'hui. De la part de qui? De la part de qui? Des pouvoirs publics. Il ne date pas d'aujourd'hui. Où dans le même temps, on dit les pouvoirs publics, je dis on dit, disent les pouvoirs publics aux grands distributeurs, il faut effectivement pratiquer les prix les plus bas parce que c'est le pouvoir d'achat. Et les mêmes pouvoirs publics nous disent
Ben oui, il faut valoriser, revaloriser votre production, faire en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée plus importante, que vous gagnez votre vie. C'est le discours qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à l'élevage. Mais je dis bien, ça transcende effectivement les courants politiques. Bertrand Hervieux, vous êtes d'accord avec cette hypocrisie ambiante qui existerait? Non, non, je pense pas. Double langage de la part des pouvoirs publics? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un double langage. Il y a forcément une tension, enfin Christiane Lambert l'évoquait, sur le budget des ménages. Mais c'est ça, c'est une tension, un choix... une priorité. Oui, qu'effectuent les ménages, et on ne va pas demander au pouvoir public de l'effectuer à la place des consommateurs eux-mêmes. Je veux dire que cette tension-là n'excuse pas la fraude. Enfin, n'oublions pas quand même que derrière ce problème que nous évoquons aujourd'hui, il y a un problème de fraude. Il y a des gens qui ont fraudé, qui ont trompé les consommateurs. Et donc ça, c'est pas la faute des pouvoirs publics. Faut pas raconter d'histoire. C'est tout simplement des gens qui ont fraudé, qui ont dénommé viande de bœuf, ce qui était une viande de cheval. Enfin, mais pourquoi? Parce qu'ils recherchent toujours des rendements. Bah oui, mais enfin, écoutez, c'est pas parce qu'on recherche les plus intéressants possibles. Bah oui, mais tout le monde cherche à faire du profit. C'est pas parce qu'on cherche à faire du profit qu'on est fraudeur. Enfin, il y a quand même une marge. Enfin, je veux dire, le profit est un moteur. On est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'à votre avis, c'est une fraude limitée ou c'est une pratique qui est plus généralisée que cela dans l'agroalimentaire aujourd'hui? Bah, écoutez, l'ampleur du dispositif montre que c'est pas quand même toute petite chose à la marge. C'est lié, si vous voulez. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que le développement très fort, ça rejoint un problème qui est évoqué, c'est que nous consommons de plus en plus en dehors du domicile familial, et au sein du domicile familial, nous consommons de plus en plus de produits préparés. Donc il y a un changement de mode de vie qui est extrêmement radical. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les savoir-faire, et s'agissant de la viande, c'est très important, le fait de savoir acheter de la viande, de savoir la préparer, de savoir la faire cuire, etc. Enfin, ce sont toute cette transmission culturelle, et cette crise en est un très bon révélateur. Mais qui n'est pas récente, hein. Cette évolution du mode de consommation. Pardon, elle s'est quand même extraordinairement amplifiée. Les chiffres que cite Christiane Lambert sont très éloquents. Le fait que nous dépensons bien plus pour l'emballage que pour le contenu prouve que c'est un changement radical dans les modes de vie. Nous dépensons, nous, comme consommateurs, à notre corps défendant, plus pour l'emballage que pour la qualité, hein, aussi, quand même. Bien sûr, mais à notre corps défendant, mais enfin, vous faites des choix, si vous voulez. Enfin, je veux dire, je trouve étonnant la question que vous me posez, parce que vous imaginez, enfin, on va quand même pas produire des choix, imposer des choix aux consommateurs encore plus draconiens que ce qu'ils sont. La seule façon de faire, c'est de donner l'information, c'est de veiller à ce que l'information soit aussi juste, honnête, claire et accessible que possible. Je ne vois pas ce que peuvent faire de plus les pouvoirs publics. On ne va pas donner des allégations plus fortes que celles-là. Alors en revanche, là où il y a un problème de politique publique, et je crois que nous sommes assez d'accord là-dessus, c'est comment réintroduire des habitudes alimentaires, mais ça ne se fait pas par décret, ça se fait effectivement par de l'éducation. Comment réintroduire le goût de la préparation des repas, le goût de la cuisine, le goût de l'achat brut et pas seulement de l'achat transformé. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui sont... Christiane Lambert, vous voulez réagir, et Jean-Jacques Larcer aussi, et puis après on va repartir dans les salons du... Mais je crois qu'il faut bien dissocier. Vous avez raison d'essayer d'élargir le débat. Mais pour recentrer, je voudrais dire, cette problème d'incorporation de viande de cheval dans des produits étiquetés bœuf, c'était pour faire du profit, pour avoir des prix finaux plus bas. Il y a eu des tricheurs, qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient sanctionnés, et c'est clair. Quels enseignements en tirer? Ils sont à mon sens de deux ordres. Le premier, c'est qu'il faut étiqueter autant les plats préparés que les muscles, c'est-à-dire le steak, le rôti, qui sont étiquetés aujourd'hui. Étiqueter les plats préparés, ça suppose effectivement un changement de règles européennes. Initiative française, saluée ce matin par le président de la République. Mais après, c'est quand même le mode de consommation à la française
mais le mode de consommation général. Vous travaillez, je travaille, nous sommes des femmes pressées qui cuisinons de moins en moins. Le temps passé derrière les fourneaux diminue. Pourquoi? Parce qu'on recherche du pratique, du vite cuisiné, du tout prêt. Si c'est ce mode de consommation qui se développe, il faut que vous soyez sûr, que je sois sûr, que lorsque j'achète du hachis parmentier, la viande qui est dans le hachis soit bien de la viande de bœuf. Et ça, c'est la politique publique qui le garantit. Mais personne ne viendra faire la liste de courses à ma place. Dieu merci. Jean-Jacques Lasserre, avant d'écouter votre réaction, je vous propose de faire un petit tour dans les allées du Salon de l'Agriculture, puisque Michael Zamès avait à ses côtés il y a quelques instants Laurent Spanghero, qui est venu là, ici, pour essayer un peu de laver le nom de sa famille mise en cause dans cette affaire de scandale de la viande de cheval. On écoute Laurent Spanghero et puis après vous réagissez sur ce plateau. Voilà Perrine, un témoignage important aujourd'hui, celui de Laurent Spanghero. Votre nom est quelque part un petit peu sali, en tout cas il est beaucoup dans l'actualité en ce moment. Vous avez créé cette entreprise Spanghero. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui sur le cœur et qu'est-ce que vous aimeriez dire? J'aimerais d'abord dire que cette entreprise, nous l'avons créée en 1970, mais qu'il n'y a plus depuis plusieurs années de Spanghero aux commandes de la société Spanghero, que nous l'avons cédée en avril 2009, après avoir fait d'importants investissements un peu trop lourds peut-être pour l'entreprise, 14 millions d'euros. Nous l'avons cédé aussi avec le nom, car la coopérative qui l'a acheté voulait garder le nom qui était synonyme de qualité. Mais aujourd'hui justement, il y a un problème avec le mot Spanghero, avec la qualité en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer pour cette entreprise? Est-ce que c'est la fin? En tout cas, le ministre de l'agroalimentaire et le ministre de l'Agriculture disent que pour l'instant, vous ne pourrez pas continuer. Il est évident qu'il faut complètement changer de stratégie. Le point numéro 1 aujourd'hui, c'est sa sauvegarde des emplois. Il faut savoir que quand nous avons cédé cette entreprise, il y avait 500 personnes qui travaillaient, on réalisait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 4 ans après, il y a 300 personnes avec 60 millions et nous avons aujourd'hui une entreprise en lambeaux. J'avoue que c'est l'incompétence de ceux qui ont dirigé après nous qui nous permet d'arriver à ce constat. La compétence, on a parlé aussi évidemment de mafia internationale, on a parlé d'énormes problèmes sur la chaîne alimentaire. Est-ce que vous pouvez admettre aujourd'hui qu'il y a eu tromperie? Il y a forcément eu tromperie, ça c'est clair. À mon avis, il y a plusieurs acteurs dans cette tromperie. Ce n'est pas à moi de dire et c'est au juge de juger. Mais il faut savoir quand même que ces circuits qui nous sont proposés aujourd'hui, c'est marginal. L'essentiel de la viande n'a pas des circuits aussi longs et j'allais dire aussi mafieux. Et c'est une nouveauté en fait pour aujourd'hui les consommateurs qui nous regardent, qui découvrent finalement tout ce circuit international et même des traders spécialistes de la viande. Tout cela est nouveau pour le consommateur. C'est une peur du consommateur, vous pouvez l'admettre? J'admets que le consommateur ne soit pas tranquillisé, mais il faut savoir quand même que l'Europe, la France, est 2 fois moins dangereuse dans son alimentation que ne le sont les États-Unis ou les autres pays d'autres continents. Nous avons très peu d'accidents dus à l'alimentation. Sur le plan sanitaire, nous sommes clean à 95%. Par contre, effectivement, la plupart aussi des intervenants dans la viande ont des circuits courts. Éleveurs, abatteurs, transformation, clients, consommateur final. Je cite des noms parce qu'ils méritent d'être cités, la plupart des grandes enseignes, mais je pense aux grossistes Bigard ou Intermarché, Leclerc, ou bien également McDonald's, qui a ce type de procédure. Laurent Spanghero, un dernier mot sur vous, sur votre nom, Spanghero qui est sali. Vous êtes là aujourd'hui pour laver l'honneur finalement? Écoutez, de toute façon, vous savez... les salissures ont du mal à s'effacer et nous sommes évidemment déshonorés. Je fais en sorte de faire comprendre que nous ne sommes plus là depuis 4 ans et maintenant notre autre combat, c'est de faire en sorte aussi que ces 300 emplois soient préservés. Merci beaucoup Laurent Spanghero pour votre témoignage. À tout à l'heure Perrine avec sûrement d'autres interventions sur cette affaire de la viande de cheval. À tout à l'heure. Merci Mickaël, donc aux côtés de Laurent Spanghero, Jean-Jacques Lasserre. Je rappelle que vous avez donc présidé l'Urberie, qui est la coopérative du Pays Basque, qui est la maison mère aujourd'hui de Spanghero. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage de Laurent Spanghero?
Écoutez, je connais un peu cette famille. C'est un homme meurtri, bien entendu, parce que son nom est associé à un épisode qui est un épisode tout à fait fâcheux. Moi, je comprends tout à fait sa réaction. Je voudrais simplement réagir par rapport aux propos. D'abord, merci de veiller à l'équilibre dans le temps de parole. Je sens de l'impatience inégale au niveau de ceux qui veulent intervenir. Je suis impatient moi aussi. Alors, on vous écoute. Je pense que, en tout cas, mon ressenti, c'est qu'il faut se garder. Tout à l'heure, les pouvoirs publics ont été accusés. Figurez-vous que je suis parlementaire dans l'opposition. Je ne suis pas venu pour défendre les pouvoirs publics. C'est trop facile de... C'est tomber dans la facilité que de désigner un responsable, et dans l'affaire qui nous occupe, ça risque d'être le cas. C'est trop facile, et moi je crois très sincèrement que dans cette affaire, il y a tout simplement de la responsabilité partagée. Le consommateur a sa part de responsabilité. Le consommateur qui cherche du produit bon marché. Le consommateur qui ne cuisine pas, malheureusement, comme il cuisinait dans le passé. La distribution a une grande part de responsabilité. L'agroalimentaire, qui fournit la grande distribution, a une grande part de responsabilité. Je crois que le moment est venu également pour que, sur un plan agricole, parce que l'agriculture, c'est souvent accord défendant, bon gré mal gré, parce qu'elle était obligée, intégrée dans des systèmes qu'au demeurant elle condamnait. Donc je crois que véritablement, le moment est venu peut-être que de regarder la globalité de la filière et de voir véritablement, à chaque échelon d'une filière très complexe, quelle est la contribution de chacun des acteurs. Tout à l'heure, je parlais du consommateur. Moi, j'espère que le consommateur continuera de faire des efforts d'identification et de reconnaissance de la qualité. Et j'espère aussi que l'agriculture, vous savez, moi je vois l'évolution du syndicalisme agricole. Nous avons des représentants ici. Je trouve que c'est très fâcheux de voir qu'en France, nous en parlions avec vous, Monsieur le Président, de grandes tendances se télescopent, les circuits courts, la qualité de proximité, la garantie, et une agriculture dite productiviste. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ça, en tout cas, la solution de demain. La solution de demain. Alors c'est quoi la solution de demain? C'est justement de trouver des modèles raisonnés, de trouver des modèles raisonnables qui apportent de la garantie, qui apportent de la compétitivité, mais avec tout de même des limites qu'il nous faudra collectivement payer et bien entendu mettre en place des systèmes qui évitent les abus comme ceux auxquels on vient d'assister. C'est de l'alimentation, c'est beaucoup trop grave. Je suis convaincu que s'il y a une véritable discussion à la sortie de cette crise, mais intégrant l'ensemble des acteurs de la filière, je suis convaincu qu'on peut mettre en place des dispositifs beaucoup plus porteurs d'avenir. Mais avec des circuits plus courts, c'est ce que vous souhaitez, vous, des circuits Il faudra probablement un mixage il faudra forcément un mixage des deux. On ne va pas demander à tous les paysans de France et de Navarre de prendre leur bestiole sur le dos pour la vendre au marché local. Ce n'est pas possible. Il faut véritablement que, y compris les coopératives, aient un rayonnement leur permettant d'accéder aux marchés nationaux, peut-être même internationaux. Mais il faut bien engager la réflexion parce que le développement, y compris des coopératives, peut, j'imagine, se concevoir très facilement sans arriver à des pratiques qu'au demeurant il faut prouver, mais des pratiques que nous dénonçons aujourd'hui. Guy Vasseur. Oui, je voudrais ramener un peu le débat par rapport effectivement à ce salon de l'agriculture. On va y venir, on va revenir sur les grandes tendances cette année du salon. Il y a eu des tricheurs, des fraudeurs, peut-être une démarche mafieuse, Spanghero l'a dit tout à l'heure. Donc on a dit les uns les autres, bon, les pouvoirs publics, il ne s'agit pas de faire le procès de tel ou tel, sauf celui des tricheurs et des fraudeurs. Et le système qu'on a mis en place en France, au niveau européen, il y a peut-être un certain nombre de failles, dont celle du manque d'étiquetage, que nous avions demandé et on nous a toujours répondu, pour plus de 50% des ingrédients dans effectivement un plat préparé, on peut mettre l'étiquetage de provenance. Notre demande, c'est que l'étiquetage dise la provenance de l'ensemble effectivement des produits. Les agriculteurs ont suffisamment fait de démarches de traçabilité pour faire en sorte que sur l'ensemble de la filière, on puisse savoir ce qui se passe. Donc c'est le cas. Aujourd'hui, peut-être qu'avec l'étiquetage et un engagement plus important des pouvoirs publics par rapport au contrôle, on rassurera le consommateur et on fiabilisera encore un peu plus le système. Mais je ne voudrais pas dire, et je ne voudrais pas qu'on dise que le système n'est pas fiable déjà, qu'il n'est pas crédible. Que voulez-vous faire quand vous avez des tricheurs, des fraudeurs, la mafia? Il faut faire la lutte contre la mafia, contre les fraudeurs. Vous n'hésitez pas à parler de mafia. Et je reprends le terme de Spanghero, parce que quand on triche comme ça, avec l'alimentation des êtres humains, mais ce serait pareil effectivement pour les animaux, je crois qu'on peut parler de fraude et de mafia. Oui, mais quand on dit mafia, ça veut dire qu'il y a beaucoup de profits à faire et donc que les marges sont peut-être trop élevées aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire. Oui, vous avez raison. Tout à l'heure, j'ai tenu un propos
par rapport peut-être au gouvernement avec, au pluriel, qui pouvait tenir un double langage. Bertrand Hervieux a réagi par rapport à cela. Mon propos, il n'est pas par rapport à la crise, là. Il n'est pas par rapport à la crise. Il est sur un comportement plus général et plus global. Par rapport à la crise, je pense qu'il faut effectivement l'ensemble des éléments, des acteurs de la filière, qu'on soit tous attelés pour lutter contre les fraudes éventuelles. Parce qu'il s'agit bien effectivement de fraude. Christiane Lambert, vous vouliez réagir? Oui, moi j'adhère à 300% aux propos sages de M. Lasserre. La filière, elle n'est pas opaque, elle est complexe. C'est complexe. Demain encore, on exportera au bout du monde des produits... Mais qui dit complexe dit quand même un peu d'opacité pour le consommateur. Non, madame. S'il y a la chaîne de traçabilité et l'étiquetage à chaque étape, c'est complexe. Mais les vêtements que vous portez sur vous, lorsqu'ils sont fabriqués en France... Ah, ça, c'est un autre problème, effectivement. Oui, mais vous pouvez avoir... Non, mais il n'y a pas que la nourriture qui est mise en cause aujourd'hui. Le tissu du dessus vient de France, la doublure vient d'Indonésie, les boutons viennent d'Italie. C'est tracé, c'est complexe, mais c'est pas opaque. C'est la même chose parce qu'on a des plats cuisinés. Ce que je voudrais dire enfin, c'est que... Oui, c'est vrai que longtemps, certains se sont cachés derrière la complexité, mais il restera des circuits longs et des circuits courts. Nous sommes des gens plutôt responsables ici. Moi, je peux vous donner des noms de personnes que vous auriez invitées, qui auraient dit « c'est la FOTA, c'est la FOTA ». Ça, c'est trop facile. Nous, on ne cherche pas des boucs émissaires, on cherche des solutions. Et parmi les solutions, évidemment que l'étiquetage et la traçabilité parfaite est la meilleure réponse. Et puis, toute dernière chose quand même, aujourd'hui en France, par exemple sur la production porcine, tiens, pour changer un peu du bœuf, on va parler du cochon. On vend aux Chinois les oreilles, les queues, les vessies de porc, dont eux raffolent pour mettre dans leur potage. Et dont nous ne voulons pas forcément. Voilà. Et que personne ne veut manger en France. Les oreilles de cochon, c'est quand même pas génial à grignoter. Eh bien, nous vendons les oreilles de cochon 3 € le kilo, madame. C'est plus cher que le jambon, qui est quand même le morceau noble par excellence, qui nous vient d'Espagne. Et vous êtes du Sud, vous savez ce qu'il en est. Donc, on découpe en pièces le cochon et on vend à chaque partie du monde ce qui correspond à sa gastronomie, à son utilisation, pour faire du profit, bien sûr, mais de façon raisonnable, et c'est tracé, on sait où va quelle pièce. Donc, il ne faut pas rêver du petit producteur du coin avec son petit panier qui va tout solutionner. Non, il y aura toujours ce commerce international. Haro sur les tricheurs, traçabilité, et on résout le problème. Allez, pour finir sur cette affaire, Jean-Jacques Lasserre. Donc, très simplement, et c'est un sentiment très personnel, j'espère qu'on m'entend, et je le dis avec un peu de gravité. Au niveau des mots qui sont employés, au niveau des associations d'idées, on livre le nom de personnages, on livre le nom de sociétés, coopératives, notamment celles que j'ai présidées, un débat qui suit, et des notions de mafia, des mots employés très très graves. Moi, que voulez-vous que je vous dise? La répétition des mots, l'association de ces mots fait des dégâts considérables et aboutit à un jugement qui est un jugement probablement erroné. Moi, je souffre de voir que les coopératives sont épinglées. Parce qu'elles sont assimilées à des pratiques qui ne sont pas normales, à des agrandissements, à des rayonnements qui ne correspondent pas à leur ancrage local. Faisons très attention sur les mots employés, d'autant que les faits ne sont pas encore révélés. Alors j'ai eu l'occasion de le dire à messieurs les ministres quand je les ai reçus, mais je vous assure, là aussi on sombre dans la facilité sur le choix des mots et la proximité de ces mots qu'on emploie. Mais Jean-Jacques Lasserre, je pense qu'au Sénat, vous aurez l'occasion de travailler sur ce sujet, puisque votre groupe politique centriste au Sénat est à l'initiative d'une mission d'information sur toute la filière viande. Et donc, effectivement, notamment sur Public Sénat, on va pouvoir suivre votre travail d'enquête parlementaire et essayer de voir. Pour finir sur cette affaire Bertrand Hervieux, on sent que tous les esprits sont assez un peu énervés, échauffés, et c'est normal parce qu'on parle beaucoup de ça, et c'est l'inauguration du 50e Salon de l'agriculture, et ça tombe jamais bien. Mais finalement, des accidents, des scandales, il n'y en a pas tant que ça dans l'agriculture française. Non, il y en a finalement très peu, mais ils ont un énorme écho, hein, c'est clair. Donc on peut pas, si vous voulez, on ne peut pas dire c'est rare, et donc non, parce que les conséquences économiques sont considérables. C'est toute la chaîne de confiance qui est quand même fragilisée. Et on peut pas laisser d'où la nécessité de continuellement améliorer les dispositifs. Je crois qu'on est tous convergents, enfin sur le fait que c'est l'information qui permet de gérer la situation. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de règle absolue et je rejoins Christiane Lambert sur le fait que on est en face de problèmes extrêmement complexes. Vous savez, c'est pas, ça se fait pas comme ça, quoi. Hein. Et donc, on voit bien l'ensemble des partenaires, à la fois pouvoir public, parlement, professionnels, industriels, transformateurs, grande distribution. Enfin, vous voyez l'ensemble des la complexité du partenariat qui se joue autour d'un plat préparé. Et la forte mobilisation de tous ces acteurs pour essayer de résoudre cette crise. Bien entendu, parce que si vous voulez, c'est quand même c'est la vie quotidienne qui est en jeu derrière ça, et l'ensemble des emplois qui étaient évoqués en commençant ce tour de table. Il n'y a pas dans une démocratie comme la nôtre, qui vise à toujours plus à la fois de transparence et de souplesse, parce qu'on veut les deux, si vous voulez. Hein. On est très complet, on est aussi très on veut de la contradictoire. transparence, de la qualité, mais pas acheter trop cher. On veut et pas trop cher et ne Donc pas est-ce que cette trilogie est possible et ne pas être contraint c'est-à-dire que bon, on est renvoyé quand même aussi à la responsabilité du consommateur et à sa capacité à s'informer lui-même. Donc voilà, on ne peut pas, en d'autres termes, si vous voulez. On peut régler les choses par de l'information, par de la traçabilité, par des cahiers des charges. On ne peut pas, à chaque fois, augmenter d'un cran la pénalisation de l'activité économique et la contrainte radicale surtout. C'est pas possible. Christiane Lambert, pour conclure sur ce débat. Le plus important, je crois, et je reprendrai un morceau de ce qu'a dit M. Lasserre, c'est que de cette crise émergent des solutions. Oui, c'est vrai qu'il y a eu de la triche, que les fraudeurs soient sanctionnés. Très vite, il y a eu recherche de solutions. Les ministres ont été mobilisés. Aujourd'hui, il y a des réactions et des concrétisations. Ce matin, Carrefour s'est engagé pour que tous ces produits sous marque distributeur puissent avoir une mention d'origine et soient des produits français. Findus également. Findus s'est engagé. Hier, l'Association nationale des industries agroalimentaires a signé une charte anti-fraude pour justement se donner les moyens d'identifier où est-ce qu'il pouvait y avoir des failles. C'est ça qui est important. On ne reste pas au fond du gouffre longtemps dans la crise, on rebondit avec des solutions palpables et concrètes. Et si demain... Enfin, ça semble quand même bizarre d'être obligé de signer une charte anti-fraude. Ça devrait être naturel, non? Oui, mais madame, quand il y a des fraudeurs et qu'on ne le sait pas, on se fait avoir. Ouais. Voilà. Quand vous achetez un produit qui n'est pas fiable, vous avez envie dès le lendemain qu'il y ait des règles. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pour vraiment terminer là, Guy Wasser, un label Made in France? Ça existe sur certains produits, oui, mais de le généraliser. Oui, bien sûr, ça existe, d'une part. Et puis, à chaque, effectivement, problème à régler, on a mis en avant viande de bovine française, viande de porc français. On est dans cette démarche, mais je crois qu'il ne faut pas s'isoler par rapport à l'Union européenne aussi, parce que c'est l'ensemble du dispositif européen qu'il faut faire avancer en même temps. Il y a tellement d'échanges entre notre pays, y compris par rapport à l'exportation, voire les importations, avec les autres pays de l'Union européenne. C'est dans cette démarche européenne qu'il faut s'inscrire. Et je n'oublie pas que s'il faut développer les marchés de proximité, dans le même temps, la France, notre pays, l'agriculture française, l'agroalimentaire français doit continuer à être présente sur l'ensemble des marchés internationaux, voire développer notre présence sur les marchés internationaux. Il y va de la puissance de la France, de l'économie française et de l'emploi en France. Jean-Jacques Lasserre, juste un petit mot de conclusion, vous vouliez rajouter? Je confirme. Recherchons la qualité. Mon département exporte tous les veaux de blonde d'Aquitaine en Italie. Je me vois mal demander interdire la viande des Italiens et s'ouvrir un marché italien. Tous les agneaux de lait de notre département, de la zone montagne de toutes les Pyrénées, la quasi-totalité sont expédiés en Espagne. Donc, faisons attention sur les fausses garanties. On est dans un vrai marché européen. Restons sur les qualités et la traçabilité. C'est notre intérêt. Très bien. Alors, on va changer de sujet pour élargir, en tout cas, et parler un petit peu de ce 50e anniversaire du Salon de l'Agriculture. Je vous propose, avant d'en discuter, de voir ce reportage de Paul Bouffard, donc sur l'origine du Salon et ses grandes évolutions depuis 50 ans. On regarde. Quelle réussite! Tel est le jugement porté par le général de Gaulle sur le livre d'or du Salon de l'Agriculture après sa visite détaillée.
1964, première édition du Salon international de l'agriculture. De Gaulle, président. Edgar Pisani, ministre du monde agricole. À Paris, porte de Versailles s'ouvre la plus grande ferme d'Europe. Dans un contexte du tout agricole, les paysans sont nombreux, près de 4 millions, 4 fois plus qu'aujourd'hui. L'âme du salon, c'est de récompenser les meilleurs produits agricoles de France, honorer les plus beaux bestiaux. Pendant 50 ans, il met sous le feu des projecteurs le savoir-faire agricole. C'est une vitrine qui allie toutes les formes de notre histoire agricole. D'abord évidemment le concours général, pour les animaux, pour les vins, pour les produits, pour l'alimentation. C'est aussi une rencontre dans la ville capitale, symbole qu'est Paris, de la France, de ses départements, de ses provinces, avec la ville capitale. C'est devenu de plus en plus une rencontre entre le monde urbain, devenu majoritaire, et le monde rural. Bovins, poules, chiens, mais aussi chevaux, l'affluence flirte souvent avec les records. Entre 1970 et 1980, on dépasse même le million de visiteurs. Pour le vétérinaire Larcher, le salon est une piqûre de rappel pour entretenir l'importance de l'agriculture française. C'était toujours quand même une super fête, où j'accompagnais mon père, qui était un élu d'une commune rurale, et où le matin encore, à ce moment-là, on préparait les plus belles juments percheronnes en leur faisant des tresses et en mettant du ruban tricolore, avec un peu de paille qu'on tressait. Et donc, c'était quand même un moment de fierté. Miroir des agriculteurs, mais aussi lieu de débat. En 1963, la France compte 2 millions d'exploitations. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 500 000. Depuis 50 ans, le salon vit au rythme des difficultés de la profession. Souvenons-nous d'une époque pas si lointaine que ça, quand on a eu l'épisode sanitaire de la vache folle. On a vu que sur le salon, il y avait des débats, des interrogations. L'histoire des farines animales, enfin bref, la pollution des sols. Donc voilà, il y a eu toute cette évolution qui fait qu'aujourd'hui, ce salon est une belle vitrine de l'évolution de l'agriculture. En 1973, un homme tombe amoureux du salon. C'est Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture, Premier ministre, puis président de la République. Il fait de la visite politique une institution. Qui n'a jamais vu son goût pour la cochonaille et les vins français? J'ai eu la chance de vivre une visite présidentielle donc de Jacques Chirac, et j'ai passé, je crois, 10-12 heures, je ne sais pas, aux côtés du président Chirac, qui est un animal politique, ça on le savait, de très haut niveau, mais quelqu'un qui aimait les gens, qui sentait l'agriculture, boire une bière, boire du lait, boire un verre de vin ici, un autre verre de vin là, boire du rhum aux Antilles, manger de la viande, enfin, c'est tout cela. Et là, il faut avoir de la caisse pour tenir ça. Et c'est vrai que le président Chirac était un spécialiste. Mais le président Hollande, je crois, est aussi quelqu'un qui adore ça. Un salon qui aura vu le monde agricole changer profondément. Dans ses allées, les paysans sont devenus agriculteurs et les fermes des exploitations. Voilà Didier Guillaume, vice-président du Sénat, qui dit qu'il faut avoir de la caisse en tant que président de la République pour visiter et inaugurer le salon de l'agriculture. J'ai l'impression que François Hollande en a pas mal aussi. Il est là, présent depuis 7 heures ce matin. Il a prévu de rester jusqu'en milieu d'après-midi. L'année dernière, le candidat François Hollande était resté près de 12 heures au salon de l'agriculture. C'est important cette présence des politiques au salon pour porter une voix forte au nom des agriculteurs. Je ne sais pas qui veut réagir en premier, Christian Lambert. Il faudrait être difficile pour dire que la présence du président de la République n'est pas très importante. C'est extraordinairement important que le président de la République soit le premier visiteur officiel. Et c'est l'occasion aussi pour lui, et il l'a dit, il était tout à l'heure sur le stand de la FNSEA, de dire que 15% des emplois français, c'est l'agriculture. 12 milliards d'euros dans la balance commerciale, c'est l'agriculture. Des produits de qualité, une alimentation saine, sécurisée, diversifiée partout sur le territoire, mais aussi un engagement dans bon nombre de domaines, des emplois créés. Aujourd'hui, l'agriculture embauche. Alors le président nous a dit, votre secteur est stratégique. Et c'est bien qu'ils le comprennent très vite. Alors, il mange peut-être moins de jambon, moins de saucisson que le président Chirac, mais ce qui est important, c'est ce qu'il dit de positif sur l'agriculture. Maintenant, aujourd'hui, les hommes font très attention à leur ligne, presque autant que les femmes. Bertrand Hervieux, c'est toujours la vitrine de l'agriculture, le salon de l'agriculture.
Oui, je crois qu'il faut quand même préciser une chose, c'est que on fête là le 50e anniversaire du caractère international du Salon de l'agriculture. Mais ce salon existe depuis 130 ans. Il faut quand même pas oublier qu'il a été créé donc dans la décennie 1870-1880. Au départ, c'était surtout les concours agricoles. C'était le concours général de l'agriculture, n'est-ce pas? Et qui avait pour objectif, on avait inventé ça sur un modèle hérité des Anglais, hein, qui avaient donc imaginé ces dispositifs de construction de l'excellence aussi bien dans l'élevage que dans l'agriculture. Et c'est donc arrivé en France à ce moment-là, donc à la fin du 19e. Et il est intéressant de noter que c'est devenu un salon international, finalement, sous le coup de la politique agricole commune. C'est au moment de l'instauration de la politique agricole commune que ce salon est devenu un salon international, pas seulement européen, mais véritablement très international, et la vitrine de l'agriculture française dans le monde à ce moment-là. Il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui viennent visiter, beaucoup de délégations étrangères qui viennent visiter le salon. C'est un salon qui est suivi dans le monde entier, enfin, ça c'est clair. Hein. C'est vrai que Guy Vasseur, on connaît un peu moins cette dimension, le grand public connaît un peu moins cette dimension internationale du salon de l'agriculture. Oui, mais justement... Qui est un lieu d'échange, de commerce, de négoce. Vous allez contribuer à faire connaître cette démarche internationale. Pour vous dire un exemple, je dois avoir une dizaine de rendez-vous de ministres de l'Agriculture d'autres pays pendant ce salon. Et je peux vous dire que, compte tenu de l'expérience que j'ai des 2 précédentes années, entre les visites et les entretiens qui sont prévus et tous ceux qui vont se greffer entre-temps, donc ce qui veut dire que des pouvoirs publics étrangers, des ministres donc de l'ensemble du monde viennent au salon de l'agriculture français, qui est un salon effectivement international. Mais je voudrais dire un mot par rapport à la présence des politiques français et du président de la République, des présidents de la République. François Mitterrand, par exemple, n'a jamais mis les pieds au salon de l'agriculture en 14 ans. Il a sûrement eu tort, mais voilà, peu importe. Là, on parle effectivement de l'actualité. Je crois que ce qu'a dit le président Hollande tout à l'heure, comme pouvaient le dire les autres présidents de la République, Jacques Chirac, c'était peut-être un peu particulier, mais c'est un réconfort extraordinaire pour l'ensemble de l'agriculture. C'est un soutien donc fort aux agriculteurs, mais pas qu'aux agriculteurs, à tous ceux qui travaillent effectivement dans l'agriculture. Et puis, c'est donner à l'ensemble de la société, y compris dans les difficultés que nous avons parlé tout à l'heure, en période de crise, c'est de donner des signes aussi là, effectivement, forts de l'engagement des pouvoirs publics. L'agriculture a besoin de cet engagement des pouvoirs publics, mais je crois que la société a besoin aussi de ces coups de projecteur. Christiane Lambert. Sur un sujet de préoccupation très actuel, l'emploi. Notre pays traverse une crise grave, le chômage sévit à peu près dans toutes les familles. L'agriculture crée de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons 70 000 postes non fournis. Des métiers de mécaniciens, de découpeurs de viande, des conseillers agricoles. Nous recrutons, nous cherchons des jeunes. L'agriculture est une solution pour la France. Ça aussi, nous l'avons dit au président de la République. Donc 70 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Tout à fait. Et avec des degrés de qualification extrêmement différents. Ça va du mécanicien au tourneur-monteur, ça va au boucher, bref, toutes sortes de métiers. Et il n'y a plus d'envie pour ces métiers aujourd'hui? C'est peut-être que longtemps, il n'a pas été dit que notre métier était un métier moderne. Aujourd'hui, quand vous réparez un tracteur, il faut quasi être informaticien. Il y a de l'informatique embarquée, c'est un peu comme une voiture très électronique. Donc ce sont des métiers modernes et qui donnent beaucoup de possibilités. Et sur le salon, nous communiquons beaucoup aussi. Et d'ailleurs, le ministère de l'Agriculture y consacre aussi, parce qu'il est responsable de l'enseignement agricole, beaucoup de moyens pour dire l'agriculture recrute. Alors allez vers les associations départementales emploi formation agricole qui accueillent les jeunes et qui vous proposeront des emplois. Jean-Jacques Lasserre, est-ce qu'il faut appeler un agriculteur aujourd'hui un paysan ou c'est un chef d'entreprise? On entend parfois les deux terminologies. Guy Vasseur. Les deux. Les deux. Les deux. Un agriculteur, c'est à la fois un paysan et un chef d'entreprise. Jean-Jacques Lasserre. Au sens étymologique du terme paysan, c'est l'homme du pays. C'est forcément un paysan, chef d'entreprise. C'est pas antinomique du... Je reviens sur le salon. Vous savez, le salon, moi j'y viens chaque année. C'est un moment exceptionnel, le salon, et c'est bien que les élus y viennent. Alors ils ont plus ou moins de dextérité quand ils flattent la croupe des vaches, on voit facilement les origines et les goûts naturels, mais c'est quelque chose d'important, parce que c'est un grand brassage humain, et parce que dans ces moments d'immense sympathie et convivialité, on parle mieux des choses sérieuses. On parle mieux des choses sérieuses. Je trouve que
Enfin, chaque année, vous avez chaque année un événement contemporain qui pousse les gens à discuter. Et Dieu sait si cette année on est servi. Je pense que cette année, le salon va être le lieu où véritablement on parlera des choses que nous avons évoquées jusqu'à maintenant. Et puis n'oublions pas, le salon c'est aussi un lieu d'affaires. Nous sommes très nombreux du Sud-Ouest à monter au salon, très très nombreux. Mais je sais, les contacts, les rencontres, les carnets d'adresses qui sortent du salon, c'est vraiment des moments magiques parce que l'ambiance qui s'en dégage, elle est propice à une communication plus agréable et plus franche. Alors justement, on parlait de la visite du chef de l'État, on parlait des éleveurs notamment qui sont présents ici au Salon de l'Agriculture. Michael Zamès est aux côtés de Jean-Pierre, il est éleveur dans l'Aveyron. Le président de la République est passé ce matin sur son stand et il nous raconte un peu cette visite. Voilà, nous sommes avec Jean-Pierre de l'Aveyron. Le président vient de passer, il est venu voir les vaches et notamment Albator que l'on voit ici. Qu'est-ce que vous avez dit au président, Jean-Pierre ? Je lui ai demandé de ne pas oublier cette race locale, cette race des plateaux et massifs de l'Aubrac, une race rustique, une race qui exploite bien le territoire, puisqu'elle se contente d'un fourrage grossier qui est l'herbe, et d'un fourrage tout naturel. Et vous lui avez parlé un petit peu de vos problèmes, on imagine, mais qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il est venu vous rassurer? Oui, il m'a rassuré, comme font tous. Il faut être honnête. Comme font tous, il m'a rassuré au niveau de l'évolution de la PAC agricole et que les races rustiques réunies sous le CORAM ne seraient pas oubliées. Et justement sur cette PAC, vous êtes plutôt satisfait de ce qu'il a fait au niveau européen? Honnêtement, on peut répondre que oui. Donc il a réussi son coup quelque part, le président? Peut-être un peu, oui. Mais il faut qu'il continue. D'accord, donc c'est un point positif. Mais il faut qu'il continue, qu'il persévère, et notamment sur quel point encore? Parce qu'il n'y a pas que la PAC, on imagine. Mais sur la redistribution de l'enveloppe européenne au niveau des races. Alors, je voudrais vous poser une question, parce qu'on en a beaucoup parlé, vous savez, de ce qui s'est passé ces derniers temps, ce problème sanitaire, notamment le problème entre la vache, la viande de bœuf et la viande qui était du cheval. Est-ce que vous avez été touché ou pas? Est-ce que ça vous a touché profondément? Bien sûr que je le regrette, un tel problème, mais le problème aujourd'hui trop médiatisé et il n'y a pas eu quand même des conséquences importantes à ce niveau-là. Donc ce sont les journalistes et les médias qui en font beaucoup? Pour moi, oui. Donc les gens ici, quand ils vont venir vous voir, les gens quand ils vont venir vous voir, ils vont sûrement vous poser cette question. Comment est-ce que vous allez les rassurer vous aussi? Je vais leur demander s'ils ont été malades. Et s'ils ont mangé. Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Voilà Jean-Pierre qui a vu le passage du président sur son stand pour voir cette vache, Albator. À mon avis, Miguel, c'est pas une vache, c'est même plutôt un taureau, vu la taille de la bête, Albator. Ça m'a l'air d'être plutôt un taureau. C'est vrai que c'est important, le salon de l'agriculture, comme vitrine, comme lieu d'échange entre les citadins, les visiteurs, qui viennent finalement à la rencontre d'un monde rural qu'ils ne côtoient peut-être plus forcément. Il y a aujourd'hui de moins en moins d'enfants ont des parents ou des grands-parents agriculteurs ou connaissent des gens à la campagne. Donc il y a effectivement un lieu de rencontre et d'échange. Ce qui est très important aussi, c'est de montrer la réalité de l'agriculture. Nous, ce que nous n'aimons pas en tant qu'agriculteurs, c'est la carte postale. La petite exploitation de mon grand-père, la campagne bucolique. L'agriculture, c'est un métier. C'est un peu une très belle carte postale quand même ici au salon. Oui, elle est belle, mais il faut en vivre, madame. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est éleveur, moi je suis éleveur de porc, certes j'ai des hectares sur lesquels je cultive du blé, du maïs, du colza, mais je dois équilibrer les comptes. C'est une entreprise, comme a dit monsieur Lasserre tout à l'heure. Donc il faut qu'on arrive à montrer cette réalité. Puis ce qui est très intéressant, c'est d'expliquer que c'est la source de l'alimentation, c'est la source de tradition, d'une culture. Aujourd'hui, la France accueille 70 millions de visiteurs étrangers. Pourquoi? Parce que la France est belle partout. Elle est belle et cultivée parce qu'il y a des agriculteurs au plus profond du petit village reculé, dans des coins assez paumés où s'il n'y avait pas d'agriculture, il n'y aurait plus rien. Ça sert à l'entretien du paysage, important. Oui, mais l'entretien de façon dynamique. C'est-à-dire que si vous enlevez la production, le lait de vache, le lait de brebis et la transformation fromagère dans les montagnes de Savoie, il ne restera plus personne. Donc ce ne sont pas des jardiniers, ce sont des entrepreneurs agricoles qui ont trouvé le filon pour faire la rentabilité là où ils sont. C'est cette vraie carte postale d'aujourd'hui. C'est un peu plus qu'une carte postale alors, Guy Vasseur, si on suit bien Christian Lambert. Oui, c'est à la fois effectivement cela, mais c'est, on l'a dit, ça a été dit donc par les uns et les autres, c'est un lieu d'échange, un lieu de convivialité et surtout un lieu de découverte.
parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui viennent pour la première fois au Salon de l'agriculture, et c'est souvent leur premier contact avec l'agriculture. Et ça, c'est assez formidable. Et puis, j'ose le dire, c'est aussi un lieu de fête. Et c'est un grand comice agricole. Si je reviens à mes racines du terrain, c'est un comice agricole qu'on fait à Paris. Et ça, c'est important parce que nous pouvons effectivement côtoyer les citadins, pas que les citadins parisiens, bien au-delà. Je pense que ce salon et le 50e, j'espère, démontrera une fois de plus l'intérêt que l'agriculture vienne régulièrement à Paris. Moi, je souhaiterais que ça soit plus souvent. Mais il y a d'autres moyens pour venir aussi à Paris et surtout à travers nos produits et la qualité de nos produits. Jean-Jacques Lasserre, vous, le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, vous venez à Paris, pas que pour le Salon de l'agriculture. Non, mais je viens chaque année pour le salon. Et depuis quelque temps, je viens très souvent, bien entendu. Je suis très heureux de participer à cette émission. Et je voudrais profiter... Alors, c'est ça le salon. On se retrouve aujourd'hui parce que c'est le salon de l'agriculture et dire à mes amis qui sont ici, je suis à jour de ma carte d'adhérent à la FNSEA, j'ai milité dans les chambres, nous avons des enjeux qui se profilent terribles. Je suis très interrogé, comme tous mes amis, sur le devenir de la politique agricole commune. Bien entendu, l'enveloppe a été préservée d'après ce que nous avons vu. Pour moi, il y aura deux débats terribles qui vont s'engager. La répartition, bien entendu. L'élevage est mal dans notre pays, l'élevage est mal. Plus que conjoncturellement. Et il faudra que nous prenions ceci en compte. Et la deuxième chose, et c'est la découverte des institutions et la pratique des institutions qui me le fait dire, je redouterais qu'une part trop importante du budget destiné à l'agriculture soit destinée au développement rural. Parce que je crains, je redoute que les collectivités désargentées, malheureusement, ou ne faisant pas suffisamment d'efforts, s'abritent derrière l'opportunité communautaire pour que celle-ci finance des obligations qui sont des obligations départementales, régionales et d'État. Alors, c'est une invitation à un débat. Le ministre a fait du développement de l'agriculture durable une de ses priorités. Bien entendu, mais à l'intérieur, il y aura le verdissement. C'est quoi? Ça va où? Ça va comment? Est-ce une contrainte? Est-ce un enrichissement? Et le développement territorial auquel je suis passionné, sur lequel je suis passionné, développement rural, bien entendu, doit se faire sur des enveloppes budgétaire normale destinée à ça. Je ne veux pas que, enfin je ne souhaiterais pas, c'est pas moi qui vais décider, que ces enveloppes financières viennent au détriment des enveloppes qui naturellement sont dédiées en priorité à l'agriculture. C'est plus une invitation à la réflexion, au travail. Vous voyez, on se reverra j'espère l'année prochaine au salon pour faire un point d'étape. Qui veut réagir aux propos facilement de Jean-Jacques Lasserre? Dire que le président de la République a préservé une enveloppe. La France s'en sort bien dans ce débat-là. Oui, c'est vrai que l'élevage vit une crise identitaire. Vous savez, quand on est éleveur, c'est du travail matin et soir, tous les jours, samedi, dimanche, jour de fête et jour férié. Cette astreinte-là, elle pèse dans une société qui met beaucoup en avant le plaisir, le loisir. Et donc, je pense qu'il faut entendre. Et l'éleveur qui a parlé tout à l'heure dans le reportage l'a très bien dit. Il y a aussi un déficit de revenus. Un certain nombre de producteurs, éleveurs, subissent aujourd'hui des chutes de revenus assez pénalisantes. Ils serrent la ceinture pour eux-mêmes, pour leur famille, et ça, c'est difficile. Donc, il faut donner des perspectives économiques. Donner une aide à la montagne, une aide à l'herbe, oui, aide à la montagne, il le faut, il y a des spécificités. Mais dire, on va vous aider, on va vous donner un petit sparadrap, c'est pas ça. Il faut que l'on puisse vivre des produits que l'on vend, et il y a pour ça cette politique économique agricole européenne. Et je pense que c'est sur cette orientation, M. Lasserre l'a très bien expliqué, qu'il faut que le président s'engage. Bertrand Hervieux, pour conclure ce débat. Oui, enfin, je pense quand même que s'il y a deux piliers dans la politique agricole commune, c'est que précisément, il y a quand même une dimension territoriale qui est forte. Le fait que l'agriculture occupe l'ensemble du territoire, donc c'est affaire d'équilibre, on est d'accord là-dessus, si vous voulez, mais je crois qu'il faut regarder aussi comme un atout le fait de pouvoir rétribuer le monde agricole pour le service rendu dans cette gestion territoriale de la politique agricole commune. Alors, c'est vrai que ça rend une politique, c'est une politique publique qui est pas toujours très facile à comprendre pour tous les citoyens. Hein. C'est une vraie difficulté que d'avoir cette politique sur deux piliers. Un pilier qui est plus directement compensatoire économique, un pilier qui est plus directement territorial. Mais ça ne veut pas dire pour autant, je crois, on peut aussi se mettre d'accord là-dessus, que cette dimension territoriale échappe aux agriculteurs. Au contraire, ce qui est recherché, c'est qu'ils en soient des acteurs importants, hein, bien sûr.
Pardonnez-moi. Juste un mot, parce qu'on arrive au terme de notre émission, Jean-Jacques Lasserre. Simplement, vous avez raison, je vous donne raison. J'évoquais simplement le problème des imputations budgétaires. Oui. Guy Vasseur, d'une phrase. Et je partage ce que dit le sénateur, parce qu'il y a un risque effectivement de fonds destinés à l'agriculture qui partent dans la ruralité ailleurs. Et comme je veux me faire comprendre, il ne faut pas que ça soit pour faire des trottoirs dans les communes. Merci beaucoup, on a entendu votre message. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce matin sur le plateau de Public Sénat. Le débat est lancé sur notre antenne, puisque je vous rappelle que pendant 5 jours, jusqu'à mercredi soir, nous sommes présents ici en direct du Salon de l'Agriculture. Votre prochain rendez-vous, eh bien, on se retrouve à partir de 16h pour un nouveau débat autour de l'évolution de la sociologie de l'agriculteur. À tout à l'heure, 16h.